Sac passé les Captains, Emmanuel de Captain Dev, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va voir ensemble pourquoi le Black Friday peut être le cauchemar des développeurs et peut-être même des DevOps. Donc dans cette vidéo, on va parler de montée en charge. Comment ton logiciel, ton développement peut encaisser un grand nombre d'utilisateurs d'un seul coup. Pourquoi ça peut poser problème et comment ça fonctionne sous le capot. Juste avant qu'on continue, si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, tu es sur la chaîne Captain Dev. Ici, je t'aide à faire décoller ta carrière de développeur. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux recevoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Bon, le Black Friday, tu connais déjà, pas besoin de t'expliquer ce que c'est. Maintenant, pourquoi ça peut poser problème? Tout simplement parce que tu peux avoir, dans un laps de temps assez réduit, énormément d'utilisateurs qui viennent sur ton service, et le plus souvent, c'est pour acheter. Qui dit acheter dit plus de revenus, mais qui dit problème dit aussi perte de revenus. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut très vite poser problème si ton site, si ton application, si ta plateforme n'est pas scalable. La scalabilité ou mise à l'échelle, c'est le fait de pouvoir encaisser très rapidement un changement de taille de trafic vers ton application. Pendant le Black Friday, tous ceux qui développent les plateformes de e-commerce par exemple doivent activement surveiller tous leurs serveurs, tous leurs applicatifs parce que c'est quelque chose qui peut poser problème étant donné que le nombre de commandes explose. Quand on parle de scalabilité, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Bien sûr, je ne peux pas tout détailler, parler de tout ça dans seulement une vidéo. C'est quelque chose qui demanderait bien plus de temps et de travail. Mais je vais te donner quelques pistes si jamais tu as déjà eu des problèmes de performance et que tu ne sais pas par où commencer. Quand on débute, on peut se poser la question de pourquoi, si j'amène plus d'utilisateurs sur mon application, ça poserait problème. On va explorer deux axes qui posent problème et le plus souvent aux débutants. Donc ça va vraiment survoler, hein, c'est un peu un truc big picture. Si tu as besoin de plus de détails, là ce sera aussi à toi de faire des recherches par rapport à la stack que tu utilises. Premièrement, les algorithmes. Les algorithmes, ça peut poser problème. Si tu ne le savais pas, maintenant c'est fait. Effectivement, les algorithmes que tu utilises ainsi que les structures de données associées peuvent poser problème en termes de montée en charge. Le code que tu as écrit pour 10 ne fonctionne pas forcément pour 1000 ou pour 10 000 ou 100 000. Et là, tu dois te dire, mais j'ai entendu dire que les algorithmes c'était pas si important. Bah si, les algorithmes sont très importants. Les débats qu'il y a eu récemment, c'était est-ce qu'on doit les apprendre avant ou après? Ça, je te laisse voir, j'ai même pas envie de répondre à cette question, pour moi, elle n'a pas vraiment de sens. Toujours est-il que les algorithmes sont importants pour le traitement des données, et plus tu as de données à traiter, plus l'optimisation de tes algorithmes devient importante. Et quoi de mieux que la Big O Notation pour illustrer tout ça? Alors la Big O Notation, elle permet de comparer l'efficacité d'un algorithme versus un autre, avec une structure de données bien spécifique versus d'autres structures. Elle permet entre autres de mettre en relation la quantité de données à traiter vis-à-vis du temps d'exécution de l'algorithme. Et tu verras que pour certaines structures de données, le temps de traitement est exponentiel. Autrement dit, plus tu as de données, plus ça va prendre de temps et ça se multiplie en plus. Je te mettrai le petit récap à l'écran ainsi que tous les liens intéressants dans la description. Ah oui, j'allais oublier, si tu ne sais pas ce qu'est une structure de données, je te conseille vivement d'aller jeter un œil. Pour rappel, je vais t'en citer quelques-unes, les arrays, les stacks, les queues, les graphes, les trees et bien d'autres. Pour en revenir à l'importance des algorithmes dans la performance de tes applications et de ce fait dans leur capacité à monter en charge, le simple fait de ne pas utiliser la structure de données adaptée ainsi que l'algorithme qui correspond peut poser problème. Et malheureusement, ces problèmes-là souvent apparaissent que quand tu as une vraie montée en charge, quand tu as beaucoup d'utilisateurs d'un coup. Ça, c'est vraiment un problème que tu vas voir au niveau de ton code et qui peut être corrigé entre guillemets assez facilement parce que avec un peu de recul sur l'algorithmie, il y a pas mal de choses qui sont assez simples de manière générale à traquer et à trouver. Maintenant, peut-être que tu as des problèmes un peu plus profonds qui sont des problèmes d'architecture ou un lien entre deux composants bien spécifiques de ton architecture. Et c'est là où ça devient vraiment compliqué parce que ces problèmes, ils peuvent toucher un composant, plusieurs composants ou l'interaction entre un ou plusieurs composants. Je te donne un exemple tout simple, si tu appelles une API mais que la base de données est très mal optimisée et qu'elle est hyper lente, de prime abord tu vas peut-être penser que c'est ton code serveur qui est lent alors que le problème se trouve dans la base SQL. Si tu commences un peu à creuser, tu vas te rendre compte qu'il y a certaines architectures qui sont conçues pour monter à l'échelle très rapidement, mais c'est aussi des architectures qui apportent une certaine complexité, donc tu peux pas forcément les utiliser si tu as peu d'expérience. Pendant qu'on y est, n'hésite pas à me mettre en commentaire quel a été ton dernier problème de performance et surtout comment tu as pu le résoudre. Un des derniers problèmes de perf que j'ai eu à régler, c'était un problème de performance sur une API GraphQL.
Il se trouve que le serveur GraphQL qu'on utilisait, il a besoin de savoir comment récupérer les données. Donc on lui donne des services à utiliser. Et le problème, c'est que pour récupérer les enfants d'une donnée bien spécifique, on allait parfois dupliquer énormément de requêtes. Et on pouvait arriver jusqu'à plus de 500 requêtes vers une base Mongo en back-end, ce qui est totalement inacceptable. De ce fait, ça ralentissait toute l'application. Bien sûr, quand je suis arrivé sur le projet, c'était déjà en place. Et en creusant, je me suis rendu compte qu'il manquait un module essentiel à l'utilisation de GraphQL qui s'appelle DataLoader. DataLoader, si je dois le vulgariser, il va permettre de faire en sorte que le temps d'une requête, on n'aille pas chercher de données dupliquées et il va permettre de centraliser toutes les données qu'on va essayer de récupérer. Ce problème de performance-là, au début, on pensait qu'il était dû à MongoDB, mais pas du tout. C'était juste dû à une mauvaise configuration d'un des composants de l'architecture. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va voir après des axes d'amélioration ou des pistes de recherche qui te permettront de déceler de potentiels problèmes de performance. Une chose qui manque à beaucoup de développeurs juniors, ça va être la capacité à produire du code de qualité. Et la qualité de ton code peut aussi parfois impacter les performances. Quoi de mieux que le sujet de la qualité logicielle pour introduire le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Cette vidéo, elle est sponsorisée par la Captain Academy, c'est ma plateforme de formation en ligne. Et à l'occasion du Black Friday, j'ai créé un coupon de réduction valable sur toutes mes formations. Très brièvement, je vais te parler de 2 formations best-sellers. J'ai premièrement Coding Dojo, c'est une formation qui t'initie à la qualité logicielle, on va parler un peu de TDD, de clean code, de refactoring et de bonnes pratiques. La formation utilise le langage TypeScript, qui est un langage orienté objet. J'ai choisi TypeScript parce que même si tu utilises d'autres langages orientés objet, tu n'auras pas de mal à comprendre tous les concepts que j'explique dans cette formation. La deuxième formation, c'est Career Boost, c'est tous les conseils que j'aurais souhaité avoir pendant mes 10 premières années de carrière en tant que développeur. Pour le reste, n'hésite pas à te balader sur la plateforme pour choisir vraiment les formations qui t'intéressent. On enchaîne avec les pistes d'amélioration et on va un peu discuter de comment on peut pallier, comment on peut prévoir les problèmes de montée en charge. Un truc assez basique finalement pour essayer de prévoir si l'application va tenir la charge, si l'application est scalable, c'est de la bombarder de requêtes. Et pour ça, on a ce qu'on appelle des load tests, donc des tests de montée en charge. On va venir multiplier de manière exponentielle des appels vers une API ou vers un front-end et on va voir ce qui se passe si le système continue de fonctionner correctement. Je te donne un exemple. Si tu as un service d'authentification qui est appelé pour chaque requête vers ton back-end, il ne va pas forcément avoir besoin de la même scalabilité que les autres services qui sont moins appelés, comme le paiement par exemple. L'idée, c'est d'essayer de comprendre et de voir qu'est-ce qui se passe quand on bourrine de requêtes vers l'API en général, comment se comporte la partie authentification, comment se comporte chaque partie du système. Ça, c'est une des manières de reproduire un peu un scénario réel qui est j'ai beaucoup d'utilisateurs qui arrivent sur ma plateforme d'un seul coup. Maintenant, le réflexe de base quand on a beaucoup d'utilisateurs, quand on a une montée en charge, ça va être potentiellement d'augmenter la puissance ou la taille des serveurs. Ça, c'est intéressant, mais ça a quand même ses limites. Au bout d'un moment, quand tu veux augmenter la puissance de tes serveurs, tu peux très vite être limité par le matériel si tu n'es pas vraiment sur des serveurs cloud, et encore c'est de plus en plus rare, ou tu peux juste être limité par ce que te propose ton hébergeur. Donc une fois que tu as gonflé tes serveurs, tu vas peut-être te dire, ok, il va peut-être falloir que je rajoute plus de serveurs. C'est là où on en vient à ce qu'on appelle le load balancing. Le load balancing, c'est un mécanisme qui va te permettre d'avoir un seul point d'entrée et qui va rediriger toutes les requêtes une par une vers les serveurs qui vont tourner en parallèle. Je te mettrai un schéma histoire que tu comprennes un peu mieux, mais globalement, le load balancer, son rôle va être de redistribuer la charge de manière à peu près égale sur une grappe de serveurs. Donc plutôt que d'utiliser un serveur, tu peux en mettre par exemple 4 côte à côte et le load balancer va se charger de rediriger pour faire en sorte que chaque serveur ait une charge acceptable. On a parlé tout à l'heure de l'optimisation des algorithmes, là on peut élargir à l'optimisation du code en général. Une fois que tu as identifié des endroits assez lents dans ton système, tu vas essayer de corriger. Au-delà du code serveur, il y a un truc qui est souvent sous-estimé, c'est le code SQL. Oui, une requête SQL, ça peut s'optimiser comme n'importe quel morceau de code en fait, et il y a des règles bien précises, il y a des techniques bien précises que tu dois utiliser. Le problème en ce moment, c'est aussi qu'on utilise beaucoup d'outils qui vont un peu nous abstraire de tout ça. Si tu as déjà utilisé un ORM, tu sais que ça va te permettre de mapper ton code à ta base de données, et il y a certains ORM qui font aussi office de query builder, c'est-à-dire qu'ils vont venir générer des requêtes à partir d'une API de code. Et ces query builders, dans des cas ultra spécifiques, ne sortent pas forcément des requêtes ultra optimisées.
C'est là où il faut être capable de débrayer ton ORM ou ton outil pour créer un script SQL bien plus adapté si tu as un gros problème de montée en charge sur cette zone-là. Un autre aspect qui est souvent sous-évalué, c'est le simple fait d'économiser de la bande passante. On en revient à nos utilisateurs. Il y a plus d'utilisateurs, donc mon trafic se multiplie. Mais si je réduis le trafic par utilisateur, je vais réduire un peu l'empreinte globale nécessaire pour faire tourner mon application avec un haut volume de charge. Donc il y a une chose qui est à la fois hyper simple et hyper compliquée, c'est le cache. Le cache, ça te permet de stocker une donnée en mémoire pour éviter d'avoir à la récupérer depuis ta base de données par exemple ou depuis un serveur distant. Un cache bien optimisé sur une API, ça peut faire un peu des miracles parce que ça peut te permettre d'éviter les traitements inutiles. Le vrai problème du cache, et ça il y a plein de proverbes de dev dessus, c'est que c'est hyper compliqué de savoir quand est-ce qu'il est plus valide. Ça nécessite une bonne connaissance déjà fonctionnelle et technique de ton domaine. La dernière chose qui pour moi est hyper importante et qui est clairement sous-estimée, c'est le monitoring. Le monitoring, tu peux le voir un peu comme quand tu vas chez le garagiste et il te sort une valise, il branche sur ta voiture, il appuie sur 3 boutons et là il va te dire ok, il y a tel truc et tel truc qui fonctionne pas. C'est un peu pareil. Et c'est dingue parce que sur le nombre de projets que j'ai vu passer, j'en ai vu énormément qui n'ont aucun monitoring. Et ça c'est un gros problème. Alors bien sûr, tu as différents types de monitoring. Moi je vais t'en parler de quelques-uns que je connais bien. Tu as des SaaS qui s'en occupent par exemple comme Datadog. Datadog c'est un service de monitoring que tu vas plugger dans n'importe quelle application qui va venir récupérer tout un tas de données que tu pourras exploiter dans des dashboards plus tard. Et c'est très important d'avoir ce genre d'outils au démarrage d'un projet parce que en fait il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes pour les plugger, sinon déjà à la base tu n'auras pas les données dont tu as besoin pour régler ton problème. Ces outils vont faire tout un travail de tracking, ils vont traquer les performances de ton application, ils peuvent aussi traquer l'utilisation de certaines fonctionnalités, ça peut être très intéressant si tu as besoin un jour ou l'autre de négocier le développement ou non d'une feature additionnelle. Et toutes ces données-là, en fait, il vaut mieux les avoir, ne pas s'en servir tout de suite, plutôt que de ne pas les avoir, parce que si tu les as pas, tu es bloqué au moment où tu en as vraiment besoin. Donc Datadog, c'est un service payant, forcément tout ça a un coût, mais remis vs l'utilité que ça peut avoir, je pense que c'est pas grand chose. Alors attention, quand je parle de monitoring, on me parle souvent de Sentry. Alors Sentry c'est un très bon produit, mais je trouve qu'il est vachement orienté erreur et pas seulement monitoring au sens large. Donc attention, il y a une grosse nuance quand même entre les deux. Et si tu es dans un domaine où tu travailles dans une boîte par exemple où tu peux pas forcément utiliser un SaaS de monitoring, tu peux créer ta propre stack avec ELK, Elastic, Logstash et Kibana. D'ailleurs, n'hésite pas, si tu as besoin que j'approfondisse certains sujets abordés dans cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et en plus de ça, ça aidera la chaîne. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Si tu veux du contenu supplémentaire, retrouve-moi sur Telegram. J'y publie du contenu assez spontané, c'est un peu au jour le jour, un peu freestyle. Et dans les mails privés, je suis plutôt à 1 ou 2 mails par semaine sur des sujets un peu plus costauds. Sur ce, moi je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!